Bon, ben on va commencer. Juste à titre indicatif, vous avez donc deux personnes qui ont créé leur société il y a déjà 20 ans dans les domaines achats, donc qui connaissent très très bien tout le domaine des achats et puis le contrôle finance et la comptabilité, donc toute cette chaîne. Donc vous pouvez poser les questions que vous voulez. Vous avez donc Éric de Carpentry, ici, 1m80, 92 kg. Non, je rigole. Et qui a une spécialité notamment dans tout ce qui est prestations intellectuelles, achat de travaux, toutes ces catégories relativement complexes. Et puis vous avez Xavier Pierre Bèze, qui nous vient du Soleil, d'Aix-en-Provence, et qui, oui, pareil, qui connaît particulièrement tout cela, mais qui avait une fibre finance aussi quand même particulièrement développée. L'un et l'autre sont au cœur de l'innovation dans leurs deux entreprises, Oalia pour Éric, et Détermine, une société du groupe Concentrique, pour Xavier. De votre côté, nous aurions voulu savoir qui était là. Vous êtes plus de la fonction achat, IT, compta, comme cela rapidement. Achat, IT achat, IT achat. Comment? Auditeur, s'il y en a. Consulting. IT, au fond, marketing, monsieur, achat, consulting. Bon, donc une partie quand même de sociétés de conseil qui peuvent être potentiellement vos partenaires, et puis des AMOA, IT, achat. Donc la première question que l'on voulait poser, on va commencer par Éric. Est-ce que l'intelligence artificielle, si elle avait été implémentée, installée, et qui était là depuis un certain temps, est-ce qu'elle aurait permis de mieux gérer la crise, une crise comme celle que l'on a vue aujourd'hui? Oui, alors, vous m'entendez? Allô? Non, je pense qu'il ne marche pas. Hein. Si? Bon. Allô? Oui. Bien. Et c'est? Bon, très bien. Désolé pour ce contretemps technique. Alors, la question c'est, est-ce que l'IA, finalement, aurait dû aider le service achat face à la crise du Covid? Alors, il y a deux manières de répondre à cette question, selon moi. La première, c'est un peu plus proche de la bouche, d'accord. Il y a deux manières pour moi de répondre à cette question. La première, c'est de savoir si déjà il y a beaucoup d'IA dans les services achats, les systèmes d'information achat, et quelle place d'ailleurs cette IA occupe. Globalement, c'est relativement modeste pour l'instant. C'est souvent effectivement saupoudré et ça correspond à des silos, en tout cas, sur lesquels on essaie de mettre de l'IA. Et on n'a pas aujourd'hui de système d'information achat qui soit structuré autour de l'IA. J'inverse vraiment le paradigme, c'est de dire demain, on fabrique un système d'information achat autour de l'IA. Ensuite, pour répondre à cette question, moi j'ai travaillé dans l'intelligence artificielle en tant qu'ingénieur il y a plus de 20 ans. J'ai programmé des réseaux de neurones en C++ pour une société qui s'appelle toujours Texas Instruments dans le sud. Donc je connais un peu le sujet. Pour moi, c'est typiquement le sujet où l'IA, donc la crise du Covid, n'est pas très pertinente. Alors, il y a une raison fondamentale à ça. Je suis un peu désolé de casser l'ambiance, hein. Mais il y a une raison fondamentale à ça, c'est que l'IA, aujourd'hui, dans la manière dont ça fonctionne essentiellement avec du machine learning et du deep learning, ce sont des réseaux de neurones à qui on donne un certain nombre de patterns, c'est-à-dire qu'on éduque ou on instruit l'intelligence artificielle avec des cas, et ça s'utilise notamment dans ce qui est par exemple la reconnaissance d'images ou la reconnaissance du langage naturel. Or, qu'est-ce qui caractérise la crise du Covid ? Et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est le caractère inédit de cette situation. C'est-à-dire, je pense que personne n'avait anticipé cette crise sanitaire qui se double aujourd'hui d'une crise économique. Donc, quand vous avez des réseaux de neurones comme ça qui déjà modélisent
qui doivent modéliser, par exemple, prenons le cas, la modélisation du risque fournisseur. Je ne suis pas sûr qu'effectivement, face à une situation complètement inédite, les réseaux de neurones ou l'intelligence artificielle soient capables de sortir un résultat pertinent. Il suffit pour s'en convaincre, souvent, je donne cet exemple, c'est vous donnez à un réseau de neurones des images de chats et vous lui dites, voilà, ça, c'est des patterns de chats. À chaque fois que tu verras ça, c'est un chat. Et donc, effectivement, plus vous allez lui en donner, plus vous allez lui donner des races de chats différents, plus vous allez lui donner des photos de chats en situation, plus il sera capable de reconnaître des chats. Je ne suis pas sûr que si vous mettez un chapeau sur un chat, il sera capable encore de le reconnaître. Mais alors, ce qui est sûr, qui est certain, c'est que si vous lui montrez un ours, alors il vous dira que ce n'est pas un chat, mais il ne saura pas ce que c'est. Donc ça, c'est certain. Donc aujourd'hui, effectivement, moi, ma vision par rapport à l'IA sur la crise du Covid, c'est que ça ne me paraît pas pertinent. Alors, sauf à preuve du contraire, hein, je reste modeste par rapport à ça. Néanmoins, effectivement, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la crise du Covid, aujourd'hui, fournit des données. C'est-à-dire, dans les mois qui vont arriver, dans les entreprises, on va voir, par exemple, les fournisseurs de certaines grosses entreprises qui vont défaillir. Donc, voilà, qui vont disparaître ou qui vont être dans des situations difficiles de produire. Voilà. Donc on a aussi demain la possibilité d'extraire des données de cette crise et justement peut-être de fabriquer les futurs réseaux neuronaux du futur à l'aune justement de ces données qu'on est en train de recueillir. C'est-à-dire effectivement, je ne sais pas si vous prenez les 100 fournisseurs stratégiques de la plus grande entreprise européenne, qu'est-ce qui s'est passé pour eux, comment leur situation financière s'est dégradée, pour quelles raisons et des choses comme ça. Donc voilà. Mais voilà ma conviction aujourd'hui. Mais est-ce que tu ne mettrais donc pas dans l'intelligence artificielle les concepts d'application de la théorie des jeux pour la stratégie de décision ou la fuzzy logique, là, ces logiques floues qui ne nécessitent pas forcément de grandes données? Elles ne font pas partie de l'IA peut-être, à ton avis? Alors, l'IA dans sa définition la plus large, l'IA dans sa définition la plus large, c'est un ensemble de techniques qui visent à mimer l'intelligence humaine. Je crois, voilà. Et c'est intéressant de dire ça parce que ça rejoint le propos de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Cédric Villani, dans son rapport au Premier ministre et au Président, il dit toujours une chose, c'est que l'intelligence artificielle est très mal nommée. Parce que justement, on cherche à mimer l'intelligence naturelle. Voilà. Et donc, en l'occurrence, je ne sais pas te répondre vraiment à ta question par rapport à ça, en toute honnêteté. Il y a des techniques qui sont purement algorithmiques qu'on associe à l'intelligence artificielle, même si de mon point de vue, c'en est pas. Mais comme ça a une tendance à mimer l'intelligence artificielle, voilà. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que je peux... Xavier, globalement, il me semble, dans notre réunion de préparation, tu étais globalement d'accord ou est-ce que tu confirmes que tu es globalement d'accord avec Eric? Alors, effectivement, sur le sujet du niveau d'outillage d'intelligence artificielle au niveau des directions achats aujourd'hui dans le monde, ça reste un sujet qui est encore à l'état, je dirais, un peu embryonnaire. Il y a pas mal effectivement de projets qui ont été lancés, des projets assez spot sur l'intelligence artificielle qui sont plutôt tournés autour de projets de recherche, objectivement. Je le vois au niveau de notre organisation, on a un laboratoire d'innovation qui est sollicité par nos clients ou qui est force de proposition vers nos clients sur des projets de recherche, sur des sujets, des thématiques très précises. De là à affirmer aujourd'hui que les directions achats ou toute organisation achat aujourd'hui est équipée et sait utiliser de manière opérationnelle l'intelligence artificielle, je pense que ça serait un petit peu prétentieux. Maintenant, sur l'histoire autour donc, de la crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui, clairement, effectivement, elle a un vrai caractère un petit peu, on va dire, inédit, d'accord ? Presque, j'ai envie de dire, innovant. Même si il y a de cela quelques années, je me souviens d'une conférence autour de l'intelligence artificielle qui avait été animée par Bill Gates et qui mettait en avant
de manière assez affirmative le fait que la prochaine grande pandémie mondiale viendrait d'un virus aérien qui toucherait les voies respiratoires donc des hommes et qui finalement, avec le recul, effectivement, on pourrait dire qu'il était dans une démarche très prédictive de ce qu'on a vécu et ce qu'on a subi. Là où je trouve quelque part intéressant et quelque part la fatalité autour donc, de ce que l'on vient de vivre depuis plusieurs mois et que l'on va continuer, à mon avis, de vivre pendant encore un certain temps, c'est une certaine, finalement, prise de conscience, reconnaissance de la capacité d'une intelligence artificielle, finalement, à pouvoir, à un moment donné, être prédictive. Même si aujourd'hui, on considère qu'on est sur un modèle où on n'a pas les données. Donc, effectivement, je pense que tout le monde est en train d'enregistrer ce qui est en train de se passer au niveau médical, parce qu'on sait très bien que ce virus mute, donc il vit, parce que c'est un être vivant, mais au niveau social, au niveau économique, et qu'on a des nouvelles données qui vont, je pense, concrètement, conditionner grandement l'évolution aussi des algorithmes sur lesquels travaillent énormément de structures autour donc, de l'intelligence artificielle, parce que pas se leurrer, une intelligence artificielle reste un algorithme, d'accord, qui, une fois écrit, peut être amené à évoluer en fonction aussi des données qu'on lui donne et qui lui servent, donc grosso modo, à pouvoir à un moment donné donner des informations de type prédictive, et que je pense qu'effectivement, d'un côté, on a un signe de reconnaissance, je pense, qui est reconnu aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Elle va pouvoir aider. Alors, elle va pouvoir aider le monde entier, mais elle va pouvoir aider, je l'espère, aussi la science et bien entendu, à un moment donné, les achats. Et puis d'un autre côté, je pense que les modèles d'intelligence artificielle, et je rebondis un petit peu sur la question que tu posais, Patrick, tout à l'heure, autour du jeu, d'accord ? Effectivement, on a tous vu à un moment donné, si vous voulez, comment une intelligence artificielle pouvait se comporter dans une démarche de jeu. Cette démarche de jeu, elle est finalement très, très liée à l'intelligence humaine. Mais est-ce que demain, l'intelligence artificielle, le modèle du jeu est le meilleur modèle pour elle, pour se développer et pour être à un moment donné créative ? J'aime bien vos deux réflexions parce qu'effectivement, l'un et l'autre, vous dites que l'intelligence artificielle, ne serait-ce que par son nom, c'est une copie de l'intelligence humaine. On va employer les mots réseau de neurones, etc. Et finalement, c'est un abus de langage. Et ce que tu laisses transparaître en termes d'idées, c'est que est-ce qu'à un moment donné, la machine fonctionnerait mieux si elle oubliait de se copier à l'intelligence humaine, c'est ça ? Alors, je pense qu'Éric sera très bien placé pour en parler, mais là aussi, on a des sujets autour donc, de comment peut se comporter une intelligence artificielle autour donc, de l'aspect créatif de la chose. Alors, on a quelques sujets autour de la musique, où on a vu effectivement des intelligences artificielles être en capacité d'être créatives autour de la musique. Mais on l'a vu encore dernièrement autour du langage, où des intelligences artificielles étaient capables d'être créatives, de créer des langages, leur propre langage, que l'intelligence humaine ne pouvait de surcroît plus interpréter. Éric, qu'est-ce que cela te fait penser ? Moi, je pense que c'est un formidable champ d'investigation. C'est la première des choses qu'il faut dire. Là où je ne suis pas d'accord avec Xavier, c'est de dire que l'algorithmie, que les intelligences artificielles, c'est une forme d'algorithmie. Parce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle avec de l'algorithme, mais l'intelligence artificielle n'est pas que de l'algorithme. Et d'ailleurs, ça pose des tas de problèmes, y compris juridiques et éthiques, parce qu'on ne sait pas forcément, quand un réseau de neurones sort une décision, ou en tout cas une préconisation, je vais parler plutôt comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et il faudrait presque sonder le système pour comprendre pourquoi il est arrivé à cette décision. Donc ça commence à être un peu technique, ces sujets-là. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ma conviction aujourd'hui, c'est que y a plusieurs problématiques. Il y a une problématique de données, il y a une problématique de calcul, et il y a une problématique d'application.
C'est-à-dire que si on prend l'histoire du virus, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début du confinement, l'Imperial College nous annonce, une mortalité en Grande-Bretagne de 500 000 morts. 500 000 en France ou 70 000 en Suède, par exemple. Ouais. Oui. Enfin, des chiffres absolument catastrophiques qui, heureusement, ne se sont pas confirmés. Et pour ça, il s'appuie sur des modèles qui se sont avérés complètement érodés. Et pourtant, on est sur un mécanisme qui est un mécanisme, je dirais, de transmission. C'est-à-dire qu'on a effectivement un virus. Alors, tu l'as dit, il peut muter ou pas, dans quelles conditions. Il s'applique sur des populations qui sont de moins en moins homogènes. Il faut dire que la France de 2020 n'est pas la France de 1900. Dans la France de 2020, il y a beaucoup d'ethnies. Il y avait déjà des ethnies en France en 1900. Voilà. Et donc, on se rend bien compte que ces modèles ne se sont pas avérés pertinents. De là à dire, demain, je vais faire un modèle de gestion du risque pour revenir au sujet qui nous préoccupe, de la direction des achats, où j'ai une espèce de 2001, l'Odyssée de l'espace de HAL que je vais appeler, et je vais lui dire, dis-moi HAL, la crise sanitaire étant celle-ci, dis-moi quels sont les fournisseurs qui vont peut-être défaillir, qui vont m'amener à avoir une rupture de la supply chain ou engendrer des risques chez moi. Je pense qu'on en est très très loin. Voilà. Parce que l'objectif, ce serait presque ça, c'est de pouvoir dire, voilà, au fond, dans mon panel fournisseur, voilà, la crise sanitaire, on est en confinement, mes équipes sont dispersées, les équipes de mes fournisseurs sont dispersées, je ne peux pas les payer parce que je reçois encore des factures papier, je ne sais pas traiter des factures électroniques, parce que c'est aussi bête que ça, hein, pour payer des fournisseurs parfois. Dis-moi quels sont les fournisseurs qui vont défaillir. Donc je pense qu'on en est encore très très loin. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on peut essayer, nous, on a travaillé dans le cadre de notre approche SRM sur justement un moteur d'analyse de risque. C'est de dire, vous savez, généralement dans les systèmes d'information achat, on va dire, voilà, j'ai mes achats classés. Puis-je élargir la question et vous faire rebondir sur la notion de risque ? C'est-à-dire, nous parlons là du Covid, qui n'est pas forcément totalement le sujet. D'une part, c'est une crise sanitaire, mais aussi c'est c'est les décisions des différents États qui provoquent une crise. Ce n'est pas uniquement 20% des gens qui sont morts. Donc, oui, tout à fait. Mais est-ce que l'on pourrait faire une différence entre risque, mot que tu viens de prononcer, et l'incertitude ? Parce que j'ai l'impression qu'on mélange finalement les deux concepts. Incertitude serait, le risque serait... nous savons qu'il y aura des problèmes sismiques au Japon, donc on est capable à la limite de probabiliser, de décrire, d'essayer de décrire une pandémie au niveau purement sanitaire. C'est un risque, il est donc observable à la limite de probabiliser, hein, c'est tous les 10 ans maintenant, mais on a l'incertitude, c'est quand on ne sait pas en fait, c'est-à-dire la réaction des États. C'est quelque chose qui n'était pas attendu, de fermer les frontières, de bloquer, etc. Ce n'était pas attendu. Donc, est-ce que les modèles de risque que tu as et l'intelligence artificielle derrière prennent d'une manière différente les risques, probabilisés, décrits, et l'incertitude qui est quelque chose, par essence, inconnu ? Alors là, on rentre dans un débat presque philosophique entre l'incertitude et le risque. Moi, je vais essayer de cerner le sujet, hein, parce que c'est un sujet qui pourrait nous emmener très très loin. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que ce que j'étais en train de dire, c'est que quand vous avez un panel de fournisseurs, c'est une grosse organisation, vous avez plusieurs milliers de fournisseurs. Vous vous trouvez face à une situation inédite, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en régime permanent. C'est ça la différence. C'est que tout d'un coup, il y a un événement majeur, mondial, qui se répercute dans toutes les économies occidentales, à quelques jours près, et qui impacte tout le monde. Donc ce n'est pas un phénomène localisé, et ce n'est pas un phénomène ponctuel, puisqu'on ne connaît pas la durée. Et d'ailleurs, quand j'entends post-Covid, on est encore dans le Covid aujourd'hui. Donc la question que nous, on se dit, mais ça concerne aussi le régime permanent, c'est de se dire finalement, si je considère que moi, mes fournisseurs m'exposent à des risques, ils m'exposent à des risques de rupture de supply chain, ils m'exposent à des risques réglementaires, et voilà, donc j'ai un certain nombre de risques. L'idée, c'est de se dire comment je fabrique un moteur
qui, sachant que mes ressources humaines étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont limitées en nombre et dans le temps, et en plus en période de confinement ne sont pas forcément toutes accessibles, comment je suis capable sur mes 1000 fournisseurs, 10 000 fournisseurs ou 100 000 fournisseurs de me dire par quoi je commence ? Par quoi je commence ? C'est-à-dire me dire, par où, si je peux donner cette métaphore, vous êtes sur un bateau, vous êtes au milieu de la banquise, il y a des icebergs partout, et vous dites, mais quelle est la prochaine voie d'eau ? Est-ce que ça va toucher la salle des machines ? Est-ce que ça va toucher la proue, la poupe ? Et quelle est la voie d'eau ? Et donc la question qui se pose aujourd'hui, voilà. Et ça, c'est une forme de risque. Mais une autre forme de risque, ça pourrait être pour une direction des achats. Moi, je me souviens, je ne citerai pas le client, mais je lui disais, mais il est où mon contrat ? Mais il me disait, monsieur de Carpentry, le contrat, on n'arrive pas à le signer. Et on n'arrive pas à le signer. Donc là, il y avait un problème Moi, j'avais un problème qui était de dire, je travaille, on commence un nouveau projet, et j'ai pas de contrat. Ça, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, mais c'était la réalité. Et on avait envie de l'exécuter, ce contrat, parce qu'il était important pour nous. Et donc le risque, c'était d'exécuter un contrat qui était non signé, avec, dans le scénario le pire. Et moi, ça m'a traversé l'esprit, de me dire, mais si la situation dégénère, peut-être qu'ils vont nous dire, on arrête tout. Et auquel cas, qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas de contrat signé. Certes, on a des échanges. Certes, je suis persuadé que dans une démarche purement juridique, on aurait eu gain de cause. Mais en tout cas, voilà. Donc ça, c'est une autre forme de risque. Hein. Ça, c'est le risque vu du fournisseur. Donc moi, ce que je dis tout simplement aujourd'hui, c'est on peut travailler sur des moteurs, appelons ça l'intelligence artificielle ou pas, mais qui sont extrêmement intéressants pour me dire, finalement, demain, face à un risque systémique majeur, sur ma base fournisseur, sur mes ressources aussi internes, quelles vont être les voies d'eau, pour reprendre cette métaphore, et par où je dois commencer ? Parce que c'est ça. Moi, j'ai entendu, je me souviens, je ne comprenais pas d'ailleurs. En fait, je voyais certains de mes clients qui disaient « on va bien payer les fournisseurs ». J'avais envie de dire heureusement, mais pourquoi était le 24 décembre, c'est-à-dire le 24 mars, c'est-à-dire 8 jours après le confinement, il y avait cette obsession qu'il fallait payer bien les fournisseurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui ne fonctionnait pas ? Et je ne le comprenais pas, parce que nous, notre trésorerie était très bonne, et en même temps, je me disais, mais allez, c'est des paiements, c'est des virements, qu'est-ce qui ne va pas ? Voilà. Donc, et on voit bien quand, pour avoir discuté avec Bruno Le Maire, moi, il m'a dit une chose, c'est qu'à un moment, il craignait même une rupture de la supply chain dans les magasins. Voilà. J'ai envie de dire, Xavier, toi, chez Détermine, vous êtes à la fois sur cette chaîne de paiement, donc procure to pay, mais aussi sur la chaîne amont, enfin order to cash, donc qui se digitalise. Qu'est-ce que vous avez prévu dans cette gestion de crise ? Oui, c'est intéressant donc, ce que vient de dire Eric, là, justement, sur la question de se dire oui, il fallait payer les fournisseurs. Alors moi, j'ai une première réponse, parce qu'on l'a vécu au sein des processus que gère notre entreprise au niveau mondial. Donc au niveau donc, des traitements des factures des fournisseurs et au niveau des paiements des fournisseurs, puisque dans certains cas, on gère aussi, nous, le paiement aux fournisseurs. On s'est retrouvé, si vous voulez, dans une situation au niveau mondial où nos clients, clairement, à un moment donné, ont paniqué pour la simple et bonne raison qu'ils se sont retrouvés donc, avec des ressources confinées, d'accord, qui n'étaient plus en capacité de pouvoir traiter, dans certains cas, du process manuel, en l'occurrence les factures, d'accord, qui elles-mêmes, donc derrière, conditionnaient sur approbation le déclenchement du règlement des dites factures. Et alors là où ça a été assez intéressant, et tout à l'heure je vous parlais donc de sujets de recherche embryonnaire autour de l'intelligence artificielle, eh bien écoutez, nous le Covid a été quelque part, je dirais, une opportunité de tester, parce que c'est là où aussi c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir parler de cas concrets, hein, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA. Eh bien on a testé avec plusieurs clients qui avaient externalisé dans des pays offshore le traitement en fait, donc des factures fournisseurs, qui se sont retrouvés auprès donc, des prestataires offshore avec un nombre de ressources qui avait complètement fondu, et un prestataire offshore dans l'incapacité de pouvoir assurer sereinement le traitement en fait, donc, des services de reconnaissance facture fournisseur. Et bien là, on a eu une démarche qui s'est faite presque, je dirais, en mode collaboratif entre les clients et l'audit prestataire. Alors, je ne vais pas vous dire qui c'était, mais c'était au Pakistan,
où on a proposé de tester le moteur d'intelligence artificielle autour donc, de la gestion de la reconnaissance de l'image facture. Eric en parlait aussi tout à l'heure. Alors ça a été un projet un petit peu exploratoire, mais ce qui est assez intéressant, c'est de pouvoir se dire que finalement, en moins d'une semaine, les retours que l'on a eus en termes de productivité, en termes de reconnaissance, ont été assez exceptionnels. Et ça a permis sur 2 très gros clients, industriels mondiaux, de ne pas se retrouver justement dans la problématique de la rupture de la chaîne d'approvisionnement, non pas parce que les autres fournisseurs n'étaient pas capables de livrer, c'est parce que les autres fournisseurs avaient tout simplement peur de ne pas être payés. Et le fait d'avoir pu gérer de manière urgente, je dirais, le traitement de leurs factures, le déclenchement derrière des bonnes à payer et le règlement donc, des factures, a été donc typiquement, voilà, là, un élément et un cas d'application où l'intelligence artificielle a su résoudre une situation, je dirais, inédite de crise, et rendre un réel service. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que si cette crise avait eu lieu il y a 20 ans, on aurait probablement connu une crise des paiements, donc des commandes. Largement supérieure. Et disons, une situation économique qui se serait figée, une crise de liquidité, enfin... Largement supérieure à ce que l'on a vécu et ce qu'on va encore vivre, je pense. Donc aujourd'hui, ce que vous avez l'air de dire tous les deux, c'est que l'IA est encore en proof of concept, en test, etc. Exactement. Que la digitalisation a extrêmement progressé tout au long de la chaîne et qu'il faut, la poursuivre, notamment sur la supply chain et dans la jonction achat-supply chain et finance, mais de l'autre, ensuite, étendre tous ces proof of concept pour gagner en efficacité avec l'IA sur ces processus, c'est ça ? Voire créer de nouveaux services autour typiquement du paiement fournisseur. Alors en l'occurrence, là, chez Corcentric, ça fait plus de 20 ans que l'on fait du paiement fournisseur, c'est-à-dire qu'on est capable pour le compte de nos clients d'assurer le paiement du fournisseur. Quelque part, c'est une sécurité pour le fournisseur d'être payé en temps et en heure autour donc, des services qu'il assure et qu'il rend à nos clients. Là, l'originalité, c'est que ce type de service-là qui était vu, excusez-moi du terme, comme un service un petit peu old school, vient une fois de plus de se révéler comme un nouveau service finalement hyper innovant, même s'il existe depuis 20 ans, où le client n'a plus à gérer le règlement de ses X fournisseurs. C'est un prestataire tiers qui, associé donc à une équipe, bien entendu, parce qu'il y a encore du monde, et puis des projets innovants autour de l'intelligence artificielle, est capable donc d'assurer un service de paiement, mais aussi une gestion de risque autour donc, de la rupture du service de ses fournisseurs, de ses sous-traitants. Alors, est-ce que dans la salle, quelqu'un aurait une question pour nos deux interlocuteurs, par exemple ? Une autre pour la suite que je retienne ? Oui, d'accord. J'ai fait venir des copains pour les premières questions. Vous m'entendez ou pas ? Lève-toi. Mais parle fort. Oui. C'est une bonne question. Tout le monde a entendu la question, est-ce que c'est la technologie qui manque ? Est-ce que ce sont les cas d'usage ? Je voudrais répondre quand même sur la technologie, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Oui. La technologie manque, qu'on soit clair. Est-ce que pour les plus vieux, vous vous souvenez, au début des jeux vidéo, il y a eu les cartes graphiques ? Et même aujourd'hui, quand on joue aux jeux vidéo, on choisit sa carte graphique. Et c'est un débat, quelle carte graphique j'achète ? Et parce que les processeurs n'étaient pas capables de tourner les programmes spécifiques et les instructions spécifiques à une carte graphique. Nvidia, notamment, a vécu et a grandi avec ça. Et vous n'avez peut-être pas remarqué, mais Nvidia vient d'acheter ARM, une grande société de conception de puces, pour 40 milliards de dollars, ce qui est quand même pas un petit OPA. Et en fait, oui, il y a besoin, pour aller au bout des possibilités de l'intelligence artificielle, de faire comme pour le graphisme, d'avoir des processeurs spécifiques qui effectueront des calculs spécifiques à l'intelligence artificielle. Pour ceux que ça intéresse, vous n'avez qu'à demander, il y a quelques leçons au Collège de France
récemment qui vont beaucoup plus loin que moi dans ce sujet. Donc oui, sur le plan matériel, nous allons assister à des progrès considérables sur la possibilité d'exploiter. Alors sur le sujet des cas d'application. Les cas d'application, par contre. Alors si on se concentre exclusivement sur le sujet autour donc, des achats, clairement je pense aujourd'hui que les achats sont en retard au niveau des cas d'application. Mais quelque part, être en retard, c'est aussi être en devenir, parce que je pense que le champ d'application est assez impressionnant. Surtout quand on regarde en arrière ce qui est fait depuis maintenant plusieurs années au niveau du marketing, au niveau des ventes et au niveau du RH, avec des cas d'application d'intelligence artificielle. Quand on se projette au niveau des achats et quand on connaît un petit peu le métier des achats, le champ des possibles est pour moi extraordinaire. Extraordinaire. Eric, sur l'aspect technologique ou sur l'aspect cas d'usage, que répondrais-tu ? Moi, je vais répondre à votre question en disant, en fait, il y a les deux. Patrick a évoqué les capacités de calcul. Donc, effectivement, les capacités de calcul, c'est un sujet majeur parce qu'il faut faire tourner, effectivement, je vais appeler ça comme ça, un bousin qui est effectivement très consommateur de ressources matérielles. Ensuite, il y a le code, on va appeler ça comme ça, parce que je ne veux pas parler d'algorithmie, parce que pour moi, l'algorithmie, c'est vraiment une description formelle d'instruction, donc avec un objectif précis. Et ensuite, il y a les données, ce que vous appelez les cas d'usage ou ce qu'on appelle les patterns parfois. Et en fait, c'est un vrai problème pour les services achats. Parce que les services achats, ils n'ont pas assez de données. Et ils n'ont pas forcément de la donnée de qualité. Et en plus, le milieu des acheteurs, c'est quand même particulier. C'est un milieu qui ne partage pas beaucoup. Je vais dire, il suffit de faire quelques projets achats dans sa vie pour se rendre compte que le service achat se voit un peu unique dans son fonctionnement. Il dit oui, mais moi j'achète différemment, même quand ce sont deux sociétés du même secteur. Deux banques vont vous dire oui, mais attendez, moi je fais les choses différemment. Je ne suis pas pareil. Je ne suis pas pareil. Donc il y a un problème de partage de données, il y a un problème d'accès aux données. C'est pour ça que les GAFA sont largement en avance. D'abord parce qu'ils embauchent des ingénieurs français. Il faut quand même savoir que le gars qui fait les algorithmes d'intelligence artificielle Facebook, il a mangé du pain noir pendant plus de 20 ans en France. Donc voilà. Il y a quand même un peu d'algorithme. Ouais, voilà. Donc, mais qu'ils ont un nombre de données absolument faramineux puisqu'on leur donne. Vous leur donnez votre vie sur Facebook ou sur Instagram, des choses comme ça. C'est la même chose. Je prends une autre société. Tesla, je pense qu'un jour la valeur de Tesla, ça sera sans doute plus les données que vous leur fournissez en conduisant votre Tesla que les moteurs électriques et les batteries. Donc on a un vrai problème par rapport à ça et on se heurtera à ce plafond de verre si à un moment il n'y a pas de partage, il n'y a pas un partage effectivement des données. Des cas d'application, il y en a plein. Je vous donne un exemple qu'on connaît bien, c'est les prestations intellectuelles. On sait très bien que les prestations intellectuelles, c'est une variable d'ajustement pour les services achats. Demain, on a tous connu déjà des événements de crise qui n'étaient pas sanitaires, mais moi je me souviens quand je travaillais dans une grosse société d'ingénierie, je me souviens que le commercial qui gérait le compte Alcatel, un jour il a vu arriver 100 consultants du jour au lendemain, parce qu'il y avait eu un événement boursier sur Alcatel, qui d'ailleurs était isolé dans ce cas-là, et voilà, donc est-ce que ça ne serait pas intéressant d'avoir des modèles un peu prédictifs sur finalement combien coûterait la ressource Java ou la ressource chef de projet ou la ressource data scientist dans le cadre où il y a une baisse du marché, une baisse du demande de 20%. Parce que là, ça vaudrait peut-être le coup de renégocier les contrats cadres, les grilles tarifaires. Voilà un cas d'application. Mais encore faudrait-il que les grands donneurs d'ordre, si je prends les 100 sociétés le CAC 40 et je dirais le SBF, prenons le SBF 250, qui sont les grands donneurs d'ordre d'achat de prestations intellectuelles en France, soient d'accord pour partager leur grille d'achat et de dire, moi combien j'achète, toi combien j'achète, finalement le marché il est où ? Voilà. Et donc ça c'est un cas d'usage qui serait extrêmement intéressant. Mais ce n'est pas demain la veille parce qu'on ne veut pas partager. Et c'est dans la culture, chacun pense être le meilleur acheteur ou faire le meilleur achat. Donc on ne partage pas. Comme on ne partage pas, on n'a pas assez de données. Comme on n'a pas assez de données, ce n'est pas assez pertinent. Voilà.
Bonjour à tous, j'ai 2 questions. La première, c'est aujourd'hui concrètement, quels sont les use cases que vous avez identifiés pour mettre en œuvre l'IA au sein des fonctions achats? Et la deuxième question, c'est est-ce que selon vous, la situation actuelle va accélérer ces projets qui associent l'IA et quels en seraient les prérequis? En fait, il y a plein de sujets. Donc, le traitement du langage naturel, ça c'est un sujet à mon idée qui est extrêmement intéressant, notamment pour ce qui est des contrats. Je donne un exemple. Pendant la crise sanitaire, on a vu un certain nombre de séminaires qui ont été lancés par le CNA sur comment je peux résilier mes contrats. Parce que c'était un peu panique à bord à ce moment-là, c'est de dire oh, qu'est-ce qui se passe, moi je suis compagnie aérienne, j'ai mes avions cloués au sol, moi je suis dans l'événementiel, j'ai plus le droit de rien faire, moi je suis dans la restauration ou l'hôtellerie, j'ai plus rien à faire. Donc j'ai des engagements aujourd'hui. Comment je peux résilier, comment je peux mettre fin à un certain nombre de contrats? Alors il y a des questions qui étaient juridiques, c'est-à-dire est-ce que effectivement j'avais la structure juridique dans mes contrats, j'avais prévu la structure juridique ou le juridisme pour mettre fin à ces contrats, mais encore fallait-il ensuite passer tous les contrats en revue. Et c'est là où l'intelligence artificielle pourrait être intéressante. Il y a des boîtes, je ne les citerai pas, qui font du traitement naturel du langage appliqué au contrat. Et donc ça permet effectivement d'extraire les clauses sensibles pour un objectif qui est l'objectif de la résiliation. Avec, si je résilie, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? Parce que mes conditions de résiliation, si elles ont été bien négociées par le fournisseur, vous pouvez avoir des pénalités qui excèdent le bénéfice immédiat que vous pourriez attendre. Voilà. Xavier a cité un autre exemple, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est le rapprochement facture-commande. C'est comment un vrai cas d'application là. Voilà, c'est une véritable application. Ça, c'est hyper simple. Enfin, hyper simple. Ça si vous partez sur des comment dire. C'est un cas très concret, on va dire. Oui, c'est un cas concret. C'est ça qu'il faut dire. Quand vous partez sur des factures, vous recevez des factures papier qui sont souvent imprimées. Heureusement, elles ne sont pas rédigées à la main. Enfin, plus personne ne fait des factures à la main, j'imagine, mais ça doit encore exister. Eh bien, vous avez un processus d'acquisition de la facture, donc c'est-à-dire vous avez un OCR, de la reconnaissance optique de caractère, qui aujourd'hui a des taux de reconnaissance qui sont extrêmement satisfaisants. On est supérieur à 99%. Et derrière, effectivement, vous rattachez cette facture à un fournisseur, vous rattachez cette facture à une commande, et vous êtes ensuite capable de faire un rapprochement automatique ou semi-automatique, sachant qu'effectivement, la décision de payer, généralement, elle appartient quand même à un être humain, parce qu'il y a le rapprochement, mais il y a aussi la réception de la prestation et la réception des matériels, qui est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a 2 conditions. Il y a le bon à payer, et est-ce que la facture est lisible? La question finalement derrière d'Aurélien, c'était est-ce que cette crise fait aussi que tous ces projets avancent plus vite? C'est ce qu'avait semblé dire Xavier à un moment donné. C'est flagrant. C'est flagrant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, cette crise a été finalement une opportunité pour d'un côté avoir un signe de reconnaissance sur l'intelligence artificielle par rapport à ce qui avait été potentiellement prédit il y a quelques années, et puis de manière opérationnelle avec des cas d'application. Alors tout à l'heure, je parlais effectivement du cas d'application lié au traitement de l'osserisation des factures. Un deuxième cas d'application, parce que c'est bien aussi de parler un peu de concret, c'est ce que j'appelle moi la collaboration massive dans une entreprise, où là encore une fois de plus, c'est un projet d'étude mené par notre laboratoire d'innovation chez 2 clients, où on met en place ce qu'on appelle un chatbot ou un assistant digital, d'accord, qui, de manière autonome, déployé dans l'organisation, assiste les collaborateurs qui sont encore pour certains en home office. Et on les assiste, on les aide, d'accord, sur des tâches finalement prédictives. Le matin, quand ils se connectent, vous avez ça et ça à faire, d'accord, mais personne ne leur a dit ou a paramétré le fait que ces tâches étaient à faire. Voilà un autre cas d'application qui, de surcroît, touche directement la fonction achat et les processus d'approvisionnement autour des achats. C'est des projets passionnants et très humains finalement, autour d'une intelligence artificielle. Et c'est ça que je trouve aussi... Juste sur un sujet, nous ça fait plus de 10 ans que dans nos solutions, on a mis en place, je ne vais pas appeler ça de l'IA parce que c'est plus de l'algorithmie, on a ce qu'on appelle des moteurs de matching qui permettent effectivement, lorsque vous êtes face à un flux de propositions, et je pense notamment dans les prestations intellectuelles, d'être capable effectivement d'avoir une lecture entre guillemets des propositions qui sont faites par les fournisseurs pour avoir un taux de matching. Et se dire finalement, a priori, c'est ces offres qui sont les plus pertinentes.
Et l'objectif, c'est de faire un dépouillement qui ne soit pas temporel, c'est-à-dire dans l'ordre d'arrivée des propositions, mais par niveau de matching. Donc ça, voilà. Et donc, d'une certaine manière, ça s'apparente aussi à ce qu'on peut appeler des formes de RPA, de Robotic Process Automation, où on va essayer effectivement, face à des grandes quantités de données et des aspects un peu laborieux, finalement, de dire, à l'être humain, tu vas peut-être pas tout faire, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les fournisseurs aussi. Par quoi tu commences? C'est où tu mets. Parce que le propre de l'être humain, c'est qu'il se fatigue, il y a des ressources limitées. On n'est pas très très bon pour traiter des grandes quantités de données. Par contre, on est très très bon pour prendre des décisions. Et là, c'est là où c'est. Enfin, a priori. On ne va pas parler de nos gouvernements. Mais a priori. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, là-dessus, tout ce qui est traitement massif de la donnée, voilà. Nous, on a rajouté aussi des choses dans la solution sur l'intelligence artificielle. Par exemple, on propose aux utilisateurs, plus ils utilisent l'application, on leur propose les actions de leur menu, non pas dans un ordre alphabétique, ils peuvent choisir ce mode-là, mais dans l'ordre de leur usage. C'est-à-dire on montre les actions les plus fréquentes qu'ils utilisent. Voilà. Donc c'est relativement simple comme principe, c'est de dire plutôt d'avoir 5 actions dans un ordre alphabétique, parce que toi, utilisateur lambda, tu utilises plus facilement, je ne sais pas, prolonger un appel d'offres, par exemple, c'est la première proposition qu'on va lui proposer. La première action qu'on va lui proposer. Pardon. Merci Eric. Alors on a 5-6 minutes, donc j'aimerais, vous avez prononcé 2 mots, l'un a prononcé le mot RPA, l'autre a prononcé le mot chatbot, on les entend partout, et, puisque personne ne veut poser la question, moi je la pose, est-ce que chatbot et RPA c'est de l'IA? Ou comment est-ce que chatbot et IA et RPA deviennent de l'IA? Enfin, quelle est l'interaction dans ce jeu? On aurait presque dû commencer par ça, pour expliquer ce qu'était l'IA versus le RPA, parce que c'est 2 sujets qui sont différents, mais dont l'un peut bénéficier de l'autre. La RPA, on est typiquement sur de l'assistance où on va automatiser de la tâche, quoi. À un moment donné, c'est un robot qui va faire l'action pour l'humain. La question, c'est de se dire, il va faire l'action à la place de l'humain, mais pourquoi, comment et qui va lui donner l'information qu'il faut qu'il fasse l'action. Et c'est là où, en soi, l'intelligence artificielle va être à un moment donné un client ou un fournisseur du RPA. L'assistant digital ou chatbot, c'est encore un autre sujet, d'accord, qui dans certains cas peut s'apparenter à de la RPA, d'accord, où le chatbot peut être force de proposition en disant tu devrais peut-être regarder ça, ou tu devrais peut-être faire telle ou telle tâche, mais on n'est pas dans l'automatisation dans la tâche, on est dans la force de proposition. Et juste donc en conclusion, Eric, que dirais-tu? Alors, moi je vois les choses un petit peu différemment. Un chatbot, par définition, c'est que vous commencez à parler avec une machine. Enfin, vous écrivez à une machine, et vous écrivez dans votre langue. Donc, le chatbot, s'il est bien fait, normalement, il doit être capable de faire de la reconnaissance du langage naturel. C'est un sujet majeur de l'IA aujourd'hui. Moi, personnellement... Juste pour être clair, là, ça veut dire que tu distingues 2 chatbots. Le chatbot quand on écrit, et le chatbot quand on lui parle. Juste un exemple. Tu es fournisseur et ton acheteur t'a dit il faudrait que vous m'envoyiez une version à jour de votre cabis. Et vous ne savez pas où servir l'application. Donc il y a plusieurs manières. Vous tâtonnez, vous dites non. Vous appelez l'acheteur en lui disant je vous l'envoie par mail, ce qui n'est pas bien. Ou vous écrivez dans le chatbot, s'il y en a un, de dire comment je peux mettre à jour mon cabis. Et là, le chatbot, soit il doit interpréter la phrase, soit il y a un être humain qui la voit et qui est derrière, parce que ça, je l'ai déjà vu comme mode de fonctionnement, et il doit interpréter votre phrase. Aujourd'hui, globalement, les chatbots fonctionnent sur des arbres qui reconnaissent en fait des séquences. Et donc c'est pas pour moi. Alors j'ai pas tout vu parce que franchement, sincèrement, mais j'ai pas encore vu de solution super satisfaisante. Et pour peu que vous sortiez de ce pourquoi il a été préparamétré, ça donne des situations cocasses. Moi, j'ai fait des copies d'écran de chatbot de mes concurrents. C'est assez rigolo. Donc, en l'occurrence, non, mais je pourrais faire aussi sur le nôtre. Aussi, voilà, tu vois, je suis beau joueur. Voilà. Ensuite, sur le RPA, le RPA, comme disait Xavier, c'est d'abord un robot. Alors, le robot, effectivement, vous pouvez le greffer sur un moteur d'intelligence artificielle. Sinon, c'est une suite d'instructions. Il va classer, il va
Par exemple, on pourrait, un type de renouvellement, type de robot qu'on peut mettre en place, c'est de dire, voilà, sur mes contrats renouvelés à 3 mois, si je n'ai pas d'alerte de risque sur les fournisseurs, je renouvelle tous mes contrats de prestation intellectuelle automatiquement. Et je ne vais pas demander à chaque prescripteur de le faire. Ça, c'est une règle. Et on peut considérer que c'est un RPA. Et ça, on sait faire. Mais ça nécessite du paramétrage. Dans notre solution, nous, on a ce qu'on a des watchdogs donc qui permettent de mettre des règles automatiques comme ça. Voilà. Est-ce que la salle a une question? Parce que donc, il faut qu'on poursuive la digitalisation, si je résume. La crise que nous avons connue aurait pu être plus dure si on avait été il y a 20 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été digitalisées, notamment sur toutes les chaînes Order to Cash, Procure to Pay. Les données restent en smart data plutôt que big data du côté des acheteurs, parce qu'ils travaillent sur finalement des petits volumes, ou voire des volumes qui leur appartiennent qu'à eux. On a des proof of concept en IA, il y a de plus en plus de RPA et de chatbots qui arrivent et ils vont bientôt passer dans une génération supplémentaire quand ils auront soit sur le langage naturel pour les chatbots, soit le RPA où la décision d'utiliser une action robotisée viendra de l'IA. Donc les progrès sont encore et oui, peut-être on peut dire que d'ici 10 ans, une crise similaire peut-être se sentira encore moins, c'est possible. Mais... J'ai envie de dire que rendez-vous l'année prochaine, parce que j'espère qu'on aura encore de nouveaux cas concrets d'application sur l'IA donc à vous mettre en avant. J'espère qu'on sera sorti aussi de cette crise et que l'IA aura participé activement à cette sortie la tête haute. Mais ça reste des sujets assez passionnants, ça reste encore des sujets très exploratoires, beaucoup d'innovation. Et je vous le répète, beaucoup de créativité humaine, d'accord, qui participe à l'enrichissement en fait, de l'intelligence artificielle. Mais pour l'instant, ça repose encore sur beaucoup de créativité et d'innovation humaine. Merci pour ton mot de conclusion. Xavier Pierre Bèze de Détermine et son laboratoire d'innovation. Éric de Carpentry pour Alia, quel mot de conclusion? Je pense que toute situation brutale, inédite, comme ça, fait bouger les lignes. Donc, ce que tu disais, oui, effectivement, je pense que pouvoir faire travailler des équipes en confinement avec des outils SaaS qui sont dans le cloud, il y a 10 ans, c'était pas envisageable, enfin beaucoup moins, même si il y avait déjà de l'hébergement de l'application. Donc ça met en exergue les fragilités, tout simplement, les fragilités de notre société, les fragilités de nos entreprises, de nos organisations et les fragilités humaines. Merci beaucoup Éric, merci Xavier, merci à vous.